Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, je m'appelle Gabriel, je suis ingénieur expert en intelligence artificielle selon la désignation de la société. Pourquoi je le dis? C'est parce que effectivement, pour moi, l'intelligence artificielle n'existe pas. Alors, ce n'est pas que pour moi, si vous essayez de comprendre les choses en profondeur, mais d'autres aspects également, et j'abonde dans ce sens, vont dans le sens que l'IA en soi n'existe pas réellement. Ce qui est vrai d'ailleurs, si vous vous intéressez un tout petit peu à la chose de manière fondamentale. Ce qui existe en réalité et ce qu'il faudrait dire comme appellation réelle et juste, c'est ni plus ni moins que l'utilisation intensive en fait des notions mathématiques et des concepts mathématiques. Bien évidemment qu'on rajoutera d'autres aspects venant d'autres disciplines. Mais à la base, si on prend par exemple les IA génératifs et tout particulièrement la question des grands modèles de langage, les LLM, les Large Language Model, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, etc. Bref, ces outils-là ne fonctionnent que avec l'utilisation des concepts mathématiques, des très simples concepts à ce stade, mais déjà assez bluffants et très puissants pour pouvoir nous, entre guillemets, nous faire qualifier ces outils d'intelligence artificielle. L'autre question aussi, ou l'autre pensée est de dire que plus que l'intelligence humaine de manière vaste étant quelque chose de très important et très vaste à maîtriser, nous en sommes aujourd'hui réduits à parler de l'intelligence artificielle. Alors que, selon moi, tout cela ne fait qu'une seule chose en soi. Alors, voilà un peu l'introduction de mon propos. Ici, dans cette vidéo, nous allons voir un des aspects fondamentaux de la question de l'intelligence artificielle. Surtout, je précise que quand je fais ce genre de vidéo, ce n'est pas pour démontrer ma science, entre guillemets, etc. Non. C'est simplement pour vous apporter un éclairage sur le fait que il ne suffit pas simplement d'utiliser ces outils au quotidien, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, etc. Mais il faut comprendre comment ces outils-là fonctionnent, comment on en arrive justement à avoir des outils aussi puissants, aussi performants, avec les notions mathématiques que je vais vous expliquer, mais qui sont assez basiques, assez claires pour pouvoir mieux comprendre la manière dont vous allez pouvoir utiliser ces outils au quotidien. La plupart des gens qui vous montrent des vidéos de tutoriels, etc., en général, vous constatez qu'à la fin, c'est pour vous vendre toujours, bien évidemment, des programmes de formation, sans d'ailleurs, pour autant, je ne suis pas totalement contre le fait de vendre des formations, mais j'estime que d'ailleurs, même s'il faudrait en vendre, il faudrait quand même être transparent sur la question en soi et partager le maximum de connaissances. Et c'est d'où le pourquoi de cette vidéo et bien d'autres vidéos auparavant que j'ai pu faire dans cette chaîne. Avant de continuer, abonnez-vous, likez, partagez massivement cette vidéo, ça me permettra de référencer bien la chaîne. Et nous allons donc commencer aujourd'hui avec donc la question de l'intelligence artificielle et surtout la question fondamentale, comment un outil tel que ChatGPT, DeepSeek, etc. réussit-il à trouver la réponse que vous demandez? Alors, quand vous utilisez ces outils-là en général, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous tapez un prompt, ok? Donc ici, un prompt, c'est une instruction. Donc vous entrez une instruction, une question, une phrase, bref. Vous vous exprimez en langage naturel, en un langage donné, français, anglais, chinois, quelle que soit la langue en question. Ce qui se passe, c'est que au sein de la grande machine appelée intelligence artificielle se trouve un élément qui récupère votre phrase, qui convertit cette phrase-là sous forme de représentation numérique. Par exemple, comme ceci. Donc, représentation numérique, des chiffres, etc. D'accord? Ensuite, pour l'instant, je n'entre pas plus en profondeur, mais comprenez que votre phrase, donc votre langage naturel, français, anglais, etc., la langue donnée, ok? Au sein de la grande machine de l'IA, on récupère cette phrase-là sous forme de représentation numérique, comme ceci, avec des valeurs, comme vous pouvez le voir.
plusieurs valeurs ou composantes. Ces composantes, en fait, vont servir d'information au modèle pour comprendre sémantiquement, donc par un mécanisme de signification au système, essayer de prédire, le mot est à dessein, de prédire ce que vous êtes en train de demander à la machine. D'accord? Alors, donc prédire. Cette prédiction, justement, est le travail et le fruit des ingénieurs auparavant qui ont mis en place des méthodes d'apprentissage de la machine. L'apprentissage, j'en ai déjà parlé. Vous pouvez voir des vidéos en ligne, mais référez-vous le plus souvent à l'apprentissage automatique, le machine learning. Donc, le machine learning en anglais, machine learning, ok, si vous souhaitez. Apprentissage, surtout sur l'apprentissage automatique, il y a une méthode qui est beaucoup plus exploitée, qui est donc l'apprentissage supervisé, parce que l'humain accompagne la machine dans la tâche qu'elle devrait apprendre en réalité. C'est pareil, quand vous étiez enfant, au début, vous apprenez certaines tâches en observant, en regardant vos parents, vos supérieurs, etc. On vous accompagne, quelque part, c'est une initiation, entre guillemets. Alors, donc, première chose, votre prompt, votre instruction est convertie sous forme de, c'est ce que l'on appelle ici un vecteur. Donc, un vecteur, c'est tout simplement une représentation numérique de plusieurs composantes, donc de plusieurs chiffres comme ceci. Et comme je l'ai dit, ce vecteur ou ces vecteurs, parce qu'il y en a des milliards de vecteurs de la sorte, vont donner l'information aux autres composantes de la machine derrière pour savoir à peu près dans la prédiction ce que vous êtes en train de demander. Question fondamentale. Comment maintenant la machine arrive-t-elle, donc ChatGPT, DeepSeek, ces modèles de grands modèles de langage, les LLM en question, arrive-t-il à comprendre au plus fin niveau ce que vous êtes en train de demander? Vous voyez bien que il est arrivé dans des situations, surtout dans les premiers modèles de lancement de ChatGPT ou de DeepSeek, et bien encore aujourd'hui, on trouve, alors c'est peut-être de moins en moins, mais il arrive de temps en temps que l'on trouve encore certaines erreurs, donc en sortie. Parce qu'évidemment, ces modèles ne sont pas parfaits. D'où pourquoi j'ai parlé du mot prédiction. Mais la question fondamentale est qu'aujourd'hui, on se rapproche de plus en plus d'une bonne, très très bonne prédiction. Ce qui veut donc dire quoi? Ce qui veut dire que il y a un travail de recherche qui est effectué au sein de la machine pour pouvoir être le plus proche de la compréhension de votre instruction. Et c'est cela en soi que l'on parle, je dirais, d'intelligence artificielle. Parce que cette fois-ci, on considère que la machine comprend de mieux en mieux ce que les utilisateurs sont en train de poser tout simplement comme question, comme instruction, etc. Je vais vous amener maintenant dans le cœur de compréhension de cette prédiction. De comment est-ce qu'on en arrive à peu près à une très très bonne prédiction. Tout cela, gardez en tête donc cette représentation donc, de composants. Il y a la notion de vecteur. Vous allez voir ceci. Vous allez voir que c'est très simple. Hein. Quand vous étiez au lycée, on vous a fait apprendre la notion de vecteur, la notion de produit scalaire. Et ici, c'est pareil. Lors de l'apprentissage, donc, apprentissage par le machine learning ou l'apprentissage supervisé dans le cadre du machine learning, nous avons obtenu des vecteurs, donc des représentations numériques assez riches et denses pour pouvoir considérer ces vecteurs comme étant le point de départ avec lequel on va pouvoir essayer de comprendre, de prédire ce que les utilisateurs essayent de demander à la machine. Donc, quand deux utilisateurs, par exemple, de manière très simple, deux utilisateurs posent des questions, envoient donc des prompts,
prompt 1 et prompt 2. Il faudrait que la machine soit capable, dans les deux cas, de bien indexer les réponses de ces deux utilisateurs. OK? Imaginons maintenant, là, c'est juste deux utilisateurs, mais nous avons des millions d'utilisateurs. Là, ça devient à peu près complexe parce qu'il faudrait ne pas se tromper. Il faudrait exactement que la réponse de l'utilisateur 1 soit exactement celle que l'utilisateur 1 demande et non celle de l'utilisateur 2. Donc, imaginons maintenant des millions d'utilisateurs. Donc, il faudrait pas confondre effectivement les questions posées par les utilisateurs. Et pour cela, nous allons avoir une notion très simple dans le recours à la recherche de ces réponses. Nous allons utiliser ce que l'on appelle la recherche par similarité, par exemple. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va comparer les vecteurs, les représentations numériques à chaque fois des questions, des instructions des utilisateurs. Parce qu'évidemment, ces instructions-là sont à la base du langage naturel. Mais la machine ne comprend pas votre langage naturel tel qu'un humain le comprend. Ce que la machine comprend, ce ne sont que des chiffres en fait. Donc pourquoi nous avons besoin de ces vecteurs en question. Donc, quand vous posez une question, vous entrez un prompt. Ce prompt, donc, qui est un vecteur, donc converti par un mécanisme effectivement au sein de la machine, représenté par ceci. Ok. Ce vecteur va être envoyé dans une base géante, une base de données géante, où se trouvent également d'autres vecteurs. Ok, comme ceci. Voici une database, une base de données où se trouvent des milliards et des milliards de vecteurs. Ce que la machine essaie de faire, c'est de prédire dans cette base de données lequel de ces vecteurs est le plus proche de votre vecteur en question en termes de comparaison. Donc, dans cette base de données va s'effectuer une recherche vectorielle. C'est pourquoi vous entendez parler de la recherche vectorielle. Vector search en anglais. Recherche vectorielle, vector search. OK? Donc, cette comparaison, justement, est quelque chose de très, très crucial. Si on se loupe en tant que créateur, en tant qu'expert, en tant que concepteur dans le processus de recherche vectorielle, alors votre système, vous pouvez dire adieu parce que en aucun cas, il ne pourra être qualifié d'intelligent ou d'intelligence artificielle. C'est comme si, par exemple, vous posez une question à quelqu'un, il vous répond sur quelque chose qui n'a rien à voir avec votre question. Vous convenez avec moi que, en général, on qualifie ces personnes-là de très peu intelligentes. C'est la même chose ici. Donc, si l'on se trompe dans le processus d'aller récupérer ici, dans cette base de données géante au sein de la machine, le vecteur ou les vecteurs, il peut en avoir plusieurs, mais par ordre de priorité en tout cas, le ou les vecteurs les plus proches de votre vecteur, ici obtenu par conversion de votre phrase en langage naturel au sein de la machine. Si l'on se trompe ici, alors on peut dire adieu et en aucun cas notre système ne peut être qualifié d'intelligence artificielle. Maintenant, nous allons voir comment résoudre ce problème. Comment est-ce qu'on en a arrivé à mettre sur pied une méthode assez fiable pour pouvoir aller trouver le ou les vecteurs les plus proches ici liés à votre représentation numérique de votre prompt. C'est toute la question ici. Alors, comment cela s'effectue? Imaginons,
prenons les choses de manière assez terre à terre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si on doit effectuer la comparaison de manière bête et méchante, quand on prend le vecteur de base de l'utilisateur, donc l'utilisateur est là, le user, son vecteur arrive ici. Puisque nous devons effectuer une comparaison, je vous ai dit que dans cette base de données existent des milliards et des milliards de vecteurs. Parce que ces milliards de vecteurs ont été obtenus par le fait que le LLM, le grand modèle de langage, le Large Language Model, lors de son entraînement, il a été entraîné sur des milliards et des milliards de textes, articles de publication, livres, toutes les données sur Internet, bref, assez gigantesque en termes de base de données de langage naturel. Donc, notre intelligence artificielle, in fine, a rencontré des différentes configurations d'articles, de textes de manière générale. Sauf que, ici maintenant, notre système a donc connaissance de par son entraînement et du fait qu'on a pu numériser, donc du même fait qu'on a été capable de numériser l'instruction, le prompt de l'utilisateur, numériser tout l'apprentissage de notre grand modèle de langage in fine. Donc, maintenant, lorsqu'on doit comparer votre prompt, donc son vecteur, bien sûr, quand je parle du prompt, comprenez votre vecteur numérisé avec l'ensemble de ces vecteurs ici. Si l'on doit faire une comparaison brute, donc de tous les vecteurs qui se trouvent ici avec votre vecteur, on va passer du temps, énormément du temps. On n'y arrivera pas. Parce que si l'on compare un par un, vous pouvez dire vraiment, en aucun moment, ni Google, ni Microsoft, etc. ne peuvent le faire parce que c'est très coûteux en mémoire et en calcul. On n'a pas assez de mémoire pour pouvoir le faire. Et aujourd'hui, ça n'existe pas. Même quasiment un ordinateur quantique aurait du mal à pouvoir y arriver. Alors, les ordinateurs quantiques de première génération. Mais dans tous les cas, on ne souhaite pas le faire parce que c'est très coûteux dans tous les cas. Nous, tout ce qu'on veut, c'est aller rapidement et trouver la bonne information qui est quoi? Qui est le vecteur ou le vecteur en termes de priorité d'ordre similaire à ce vecteur. Quand on parle de similaire, il s'agit de prendre les vecteurs qui vont être en termes de composants les plus proches de votre vecteur. Par exemple. Alors, si je dis là 1,3 par exemple, ok. Vous voyez que par exemple ici, je peux avoir ce vecteur-ci, 0,1, qui commence bien par le même que notre vecteur de l'utilisateur, moins 1, ici, moins 1,0, moins 1,3. Et la dernière composante, bien évidemment, il faudra vérifier les autres composantes à l'intérieur. Mais je vous donne cela à titre illustratif. Ce travail, ce n'est pas à vous de le faire. Le système le fait à votre place. Alors, donc, maintenant, comment trouver rapidement que ce vecteur-ci, parce que je l'ai peut-être mis ici à la deuxième ligne, mais comme je vous ai dit ici, il y a des milliards et des milliards de vecteurs. Il aurait pu être sur une ligne quelconque, je ne sais pas le rang, mais il faudrait dans tous les cas aller chercher le trouver, aller le trouver le plus rapidement possible et savoir que c'est bien lui qui correspond en termes de similarité, de rapprochement de composantes au vecteur du prompt de l'utilisateur. C'est toute la grande question. Pour cela, ce que l'on va faire est très simple en mathématiques, c'est ce que l'on appelle le calcul du produit scalaire entre ces vecteurs en question. Quand on parle du produit scalaire, ce n'est pas quelque chose de très très complexe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ici, vous avez, alors, de manière très simple, je rappelle, produit scalaire entre deux vecteurs. Donc, si je prends un vecteur A, les composantes moins 1, 2, je prends le vecteur B de composante moins 0,5, 1, A scalaire B, c'est moins 1
fois moins 0,5. OK? Plus 2 fois 1. Voici le produit scalaire de A et de B. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est la valeur du cosinus de ce produit, de la valeur du cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs. Pourquoi? Parce que ces deux vecteurs en question, par exemple, donc sur un repère orthonormé, comme vous avez pu le voir au lycée, vous avez, prenons deux vecteurs, donc 1, on va faire très simple, OK, 1, 2, OK, par exemple, ce vecteur, OK. Supposons qu'ici, nous avons notre vecteur A. Maintenant, on va représenter un autre vecteur qui a pour composante 2, 1 et demi. B. C'est pareil. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'angle. Alors, je prends une autre couleur. C'est cet angle-ci, en fait, entre A et B. Cet angle-ci est obtenu en faisant justement le produit scalaire de A et de B. Tout à l'heure, je vous ai donné donc la formule, évidemment, mais pour aller plus rapidement, dans la généralisation, A scalaire B, c'est la norme du vecteur A fois la norme du vecteur B fois le cosinus de l'angle entre les deux. Ce qui veut donc dire quoi? Ce qui veut donc dire que le cosinus de cet angle-ci alpha, c'est tout simplement A scalaire B divisé par le produit de la norme de ces deux vecteurs. Cette valeur est toujours comprise entre moins 1 et 1. Et plus l'angle est petit, donc si cet angle-ci, disons, devient de plus en plus petit, qui veut donc dire, par exemple, dans ce cas, donc si je dis alpha prime ici, que A et B se rapprochent. Donc, un des vecteurs se rapproche de l'un de l'autre. La question, justement, dans la recherche vectorielle que je vous ai expliqué ici tout à l'heure, c'est que nous recherchons les vecteurs dont l'angle avec le vecteur numérisé de l'utilisateur est le plus proche pour le vecteur en question qui sera trouvé. Et pour cela, donc, dans cette recherche vectorielle, on effectue ce calcul. Ce calcul, ce n'est pas vous qui le faites, mais c'est le système qui va le faire à votre place, avec un travail assez rapide, pour pouvoir donc classer les vecteurs ayant les angles les plus petits avec le vecteur de l'utilisateur. Pourquoi? Parce que ici, vous avez, dans la représentation vectorielle, je vous donne un exemple. Disons que l'utilisateur a posé une question, donc son prompt est converti en un vecteur. OK? Ce vecteur, supposons que le voici, c'est ce vecteur B. Ça, c'est le vecteur de l'utilisateur. D'accord? Je vous ai dit que dans la base de données pour la recherche vectorielle, il y a des milliards et des milliards de vecteurs. Ces milliards de vecteurs, on va les matérialiser comme étant les vecteurs A. Donc, on va dire ici AI. Pour le premier cas, I égale à 1. Mais supposez qu'il y avait d'autres vecteurs A2, A3,
etc., à n. OK? Parmi tous ces vecteurs AI pour i allant de 1 à n, on recherche le vecteur qui a l'angle le plus proche, donc qui est le plus proche de B. Évidemment, donc c'était ce vecteur-ci en question. Parce qu'à partir de A1, A2, l'angle devient plus grand. A3, donc supposons, on est allé dans ce sens. Donc le vecteur le plus proche, dans ce cas précis, c'était donc le vecteur A1. Donc ce vecteur A1 est donc la réponse que la machine va récupérer dans sa base de données vectorielle pour pouvoir apporter un élément de réponse à l'utilisateur. À ce stade, c'est un vecteur pour la machine. Derrière, il y aura un autre processus de décodage qui va transformer les composantes de ce vecteur en langage naturel pour pouvoir donc fournir au final un élément, bien sûr, de sortie en langage naturel de l'utilisateur parce que la machine ne comprend que des chiffres et l'humain ne comprend que du langage naturel. Voici ce qui se passe à chaque fois que vous êtes en train de discuter et d'échanger avec ces outils conversationnels. Alors, c'est bien beau, on a fait nos calculs, on a obtenu certains résultats assez précis, mais vous allez me dire qu'il y a toujours quand même des erreurs lorsque l'on tape certaines questions au sein de ces outils. C'est normal parce que ce que je viens de vous présenter ne marche toujours pas à la perfection. Bien évidemment qu'on essaie toujours de les améliorer. Et pour améliorer cela, il y a donc des méthodes mathématiques assez poussées de recherche vectorielle qui sont assez fiables quand même pour pouvoir trouver, se rapprocher de ce vecteur réponse. Pour cela, donc, je vais vous introduire 3 méthodes ici assez rapides pour pouvoir vous donner les concepts clés derrière cette recherche en question. Il y a la recherche glouton, ce qu'on appelle en anglais the greedy search. Il y a la recherche, donc les essais au hasard, randomisés. Et par la fin, il y a la file de priorité. C'est très simple. Alors, pour vous introduire ces concepts-là, je vais aller avec un élément de réponse très simple. Supposons que vous vous trouvez ici, quelque part sur une vallée, sur un sommet à peu près. Ok? Vous êtes ici. Ok? Vous êtes ici. Donc, alors mon dessin il est peut-être pas parfait, hein, bien sûr. Pas... Voilà, on va prendre là. Vous êtes ici. Ok. Ça c'est vous. Vous êtes ici au sommet quelque part d'une vallée. Il fait nuit. Vous essayez de vous déplacer, d'aller vers où vous cherchez le plus bas espace de la vallée. Vous êtes ici. Donc, il fait nuit, vous ne savez pas où aller. Dans tous les cas, vous choisissez une direction. Admettons, vous choisissez d'y aller ici dans ce sens. Vous arrivez là, hop, vous descendez, vous descendez à petits pas. Hop, 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 hop. Vous arrivez ici. Vous êtes déjà content. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire ce chemin, 1, 2, 3, vous allez constater que vous êtes en train de remonter. Et ici, vous avez constaté que vous êtes bien descendu. Le problème, c'est que votre objectif, c'est de trouver le plus bas point de la vallée. Comme je vous ai dit, il fait nuit, vous ne savez pas réellement, en fait, tous les sommets de la vallée. Vous n'avez pas conscience que il existe, par exemple, ici, cette zone-ci, qui est donc le sommet, enfin, oui, le sommet, en termes d'opposé, le plus bas de la vallée. Parce que, évidemment, si on trace comme ça, vous voyez bien que ici, on est plus bas que là.
Ça aurait été pareil si vous avez choisi d'aller dans l'autre sens ici. Vous aurez descendu ici. Vous allez constater que vous êtes quand même à un sommet beaucoup plus bas que le point de départ. Mais vous aurez pu continuer, admettons. Peut-être parce que vous avez du temps. Vous continuez, hop, et vous arrivez là. Toujours même ici, vous ne saurez toujours pas qu'il existe ce point qui est encore beaucoup plus bas. Ce que je viens de vous présenter ici, c'est ce qu'on appelle la méthode de la descente du gradient. Alors, c'est un peu un terme technique parce que je n'ai pas voulu utiliser ce mot-là d'emblée, mais c'est ce qu'on appelle en mathématiques la méthode de la descente du gradient. Cette méthode, en fait, elle est utilisée pourquoi? Parce que l'on cherche à minimiser. Alors, imaginez que cette courbe-ci est représentée par une fonction continue mathématique, donc une fonction différentiable que l'on peut dériver, etc., trouver des minimums, des minima et des maxima. Ok. Le problème, c'est que dans la méthode mathématique, pour des fonctions usuelles que vous avez pu voir en classe de seconde, au lycée, etc., vous aviez des fonctions de type f de x. Pour trouver les minima de cette fonction, vous avez dérivé la fonction, vous avez trouvé les points, donc 0, où s'annule justement cette fonction en question, parce que on cherche en fait les x pour lesquels, donc en termes d'existence, voilà, existence des x, tels que f' égale à 0, parce que c'était en ces points-ci que la fonction était minimisée. Le problème, c'est que dans l'intelligence artificielle, les fonctions qui nous permettent d'évaluer, de prédire, comme je vous ai parlé tout à l'heure, la prédiction, donc de se rapprocher de la valeur réelle de sortie, de la réalité, ces fonctions-là ne sont pas si simples à dériver. Et donc, comme on ne peut pas totalement dériver tel que l'on faisait au lycée, et quand bien même parfois il pouvait être dérivé, le but, je vous ai dit, c'est de trouver les points où cette fonction dérivée s'annulait. Quand bien même parfois on est capable de dériver, trouver ces points en général, ce n'est pas un travail si simple. Et maintenant, donc, la méthode du gradient de descente nous permet de fonctionner, on va dire, par dichotomie, de manière à pouvoir se rapprocher le plus possible d'un minima de la fonction. Ici, c'est ce qu'on appelle un minima local, et ça, c'est ce qu'on appelle justement le minimal global, parce que le minimum global, pardon, le minimum local et le minimum global. Je suis un peu fatigué. Pourquoi? Parce que évidemment, ici, ce minimum global, c'est le minimum le plus bas de la vallée, alors qu'ici, il existe encore d'autres minimums ici. Donc, comme je le disais, maintenant, comment arrive-t-on à trouver ce minimum global? Ici, on va donc pouvoir, comme je vous ai très bien expliqué, je vous ai dit que vous étiez ici. Votre objectif, c'était d'arriver au plus bas de la vallée, sommet, en tout cas plus bas de la vallée, là, qui est en réalité ici. Sauf que, comme il fait nuit et que vous ne voyez pas toute la vallée, vous choisissez une direction dans laquelle vous vous dirigez, vous arrivez peut-être là. Comme vous avez assez fait une descente beaucoup plus abrupte, pourriez-vous dire que quand même vous êtes arrivé à un point très bas de la vallée. Mais comme je vous ai dit ici, vous n'avez pas conscience qu'il existe ce minimum global. Comment maintenant faire en sorte que on vous rapproche le plus possible d'ici? Quand je dis on vous rapproche, c'est que la machine, donc l'intelligence artificielle, vous, votre objectif, votre prompt, votre question nécessite une réponse qui se trouve ici. Sauf que dans certains cas, la machine vous amène ici. Toute la question est de savoir comment va-t-on faire pour améliorer le processus décisionnel de la machine pour qu'elle puisse se rapprocher de là. À minima, peut-être d'ici. Parce que ce point, il est beaucoup plus proche de l'objectif final que celui-ci par rapport à l'objectif final. Pour cela, ce que l'on va faire, la première des choses, c'est la recherche glouton. Donc, imaginez maintenant la même chose ici. Donc là,
j'efface les lignes. Vous voyez, hop, j'efface les lignes, j'efface les lignes. Qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez ici des points, des points, des points. Ce que vous voyez là, si on fait une liaison, c'est un graphe que je viens de dessiner. D'accord? Tout à l'heure, je passais directement d'ici, de là à là. J'aurais pu passer maintenant, comme ceci, avec ce graphe orienté là. Hip, 1, 2, hop, jusque là. Toute la question maintenant revient à parcourir ce graphe pour pouvoir arriver ici, ou en tout cas très proche de ce point. Donc la recherche glouton s'effectue comme ceci. Ici, j'ai pris un exemple, ok? L'utilisateur donc pose une question, donc le prompt de l'utilisateur. Ce prompt est converti ou transformé en un vecteur. Le vecteur va être envoyé dans ce graphe de recherche. Comme je vous ai dit, ici, vous avez des points, des points, des points, qui sont des vecteurs représentés dans le graphe. D'accord? L'utilisateur pose une question. Disons que sa question nécessite une réponse. Donc, le vecteur de l'utilisateur est là. Il pose une question à la machine. Ce vecteur va être envoyé dans la base de données pour la recherche vectorielle, dans la base de connaissances pour la recherche de la réponse adéquate à sa question. Cette question-là, convertie en vecteur ou le prompt de toute façon, puisqu'il a un certain nombre de composantes, il va être représenté dans ce graphe de recherche quelque part ici, par exemple. OK? Comment fait-on pour la machine de comprendre que parmi tous ces points ici, en fait, que c'est ce point G, donc le vecteur G ici en question, qui est le vecteur que je vous ai montré tout à l'heure, l'un des vecteurs qui correspond en termes de similarité à la réponse de l'utilisateur. Parce qu'évidemment, ce point, donc le vecteur G ici, qui est un point, enfin le nœud, on parle de nœud dans la théorie des graphes, donc représenté par ce vecteur, vis-à-vis de ce vecteur A ici, A', parce que j'ai déjà un vecteur A ici, donc A', que c'est ce vecteur qui doit être récupéré et envoyé à l'utilisateur. Dans la recherche glouton, ce qui s'effectue, c'est quoi? C'est que la première approche, c'est de prendre un nœud au hasard dans le réseau. Donc, si on considère que le nœud d'entrée, c'est le nœud A, ici, ce qui s'effectue, c'est que l'idée ici, c'est de partir à partir de A vers le nœud le plus proche du vecteur A en termes de distance. Quand on parle de plus proche, c'est par rapport à la distance. Donc, si je suis ici à A, je vous donne un exemple. Alors, A et B. Quel est le voisin le plus proche de A? C'est B, bien évidemment. Donc, en termes de distance, je pars ici à B. De même, dès que je suis ici à B, je fais la même chose. Je regarde quel est le voisin le plus proche de B. Ici, j'ai D. Je ne veux pas aller ici. Bien évidemment que c'est plus long que là. Donc, je vais ici. Je regarde. Je suis ici à D. Quel est le voisin le plus proche de D? Il y a C. Je peux pas aller à E. Hop, je suis ici. Je suis ici à C. Et je regarde quel est le voisin le plus proche de C. C'est bien ce point-ci. Donc, je m'arrête là. Ici, c'est un vecteur. Chaque nœud que vous voyez là, ce sont des vecteurs. Sauf que, vous voyez bien que ce vecteur-ci, si je le récupère vis-à-vis de la réponse de l'utilisateur,
je suis très loin par rapport au point G. Ça, c'est la première méthode, la recherche Gutton, de Greedy Search. Cette méthode-là, elle n'est pas très fiable. Elle n'est fiable que si le graphe est très bien et explicitement bien défini. Le problème, c'est que nous travaillons dans des espaces vectoriels assez grands. Je vous ai parlé de milliards et des milliards de représentations de données. Donc, cette méthode-là, on n'utilise pas réellement. Donc, on va l'améliorer. On n'utilise pas dans le cadre de l'intelligence artificielle. Ça, c'était auparavant lorsqu'on était dans des systèmes beaucoup moins performants. Ici, maintenant, on va utiliser la seconde méthode, qui est donc un essai randomisé. Donc, un essai au hasard. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, pareil, on commence par un nœud au hasard sur le graphe, au point A. On passe, par exemple, donc, on regarde le voisin le plus proche de A. Pareil, B. OK? Il peut arriver maintenant dans la méthode d'essai au hasard de ne plus considérer systématiquement, on ne considère plus systématiquement le fait de prendre le voisin le plus proche. On peut aller explorer d'autres nœuds. Donc, en faisant cela, on peut aller décider de prendre ce nœud qui se trouve ici. OK? Et quand on parle justement d'essai au hasard, c'est parce que on se laisse la liberté d'explorer d'autres nœuds. Et en explorant d'autres nœuds, vous voyez bien que, quand même, lorsqu'on fait ceci, on peut voir que ici, vis-à-vis du point G, par rapport à tout à l'heure, on est quand même beaucoup plus proche. D'accord? Donc, ça veut dire que dans la seconde méthode, un essai au hasard, on a quand même amélioré le processus de recherche vectorielle, donc de recherche de la réponse de l'utilisateur, de recherche du vecteur qui correspondrait au mieux à la recherche, à la réponse de l'utilisateur. D'accord? Mais sauf que, comme je vous ai dit, même si on est là, à ce point, vis-à-vis de la première méthode, donc vis-à-vis de ce point, par rapport à la réponse de l'utilisateur, même si on est beaucoup plus proche, néanmoins, dans notre graphe, l'idéal serait que l'on soit ici au point G, parce que le point G est encore le nœud. Donc, quand je parle de point, nœud, vecteur, vous assimilez cela comme étant la même chose. Donc, le nœud ici au point G est beaucoup plus proche que la réponse qui est vraiment celle de l'utilisateur. Donc, l'idéal serait d'être là. On oublie, enfin, on améliore encore cette méthode. Elle n'est pas totalement désuète, bien sûr. Donc, on va passer maintenant à la méthode, la file de priorité. La file de priorité, c'est quoi? C'est que on prend dans le graphe une liste ordonnée de nœuds qui seraient, par ordre de priorité, beaucoup plus proche de la requête posée par l'utilisateur. Donc ici, par exemple, quand on regarde ce nœud, qu'est-ce qu'on voit? Enfin, ce graphe, de manière générale, ce qui se passe ici, c'est que nous avons des nœuds ici qui sont beaucoup plus proches par ordre de priorité par rapport à la question, donc la réponse de l'utilisateur. Donc ici, on va dire quoi? Par ordre de priorité. G. A', C', et E', on va E', oui, et D'. OK? Par ordre de priorité, qu'est-ce qui se passe? On prend le nœud G, on regarde les voisins du nœud G. Ces voisins, c'est A', C', voilà. Les voisins les plus proches par rapport, bien sûr, à la requête de l'utilisateur. On regarde ça. On compare maintenant ces voisins par rapport aux autres nœuds qui étaient dans la liste et on regarde parmi ces voisins-là, lesquels sont les plus proches de la réponse de l'utilisateur. S'il y en a, on les rajoute dans la file de priorité.
S'il n'y en a pas, on continue notre fil de priorité. Donc ici, on voit bien que c'est A' et C'. Donc, ces nœuds, évidemment, se trouvent déjà dans la liste de priorité. Donc, on continue. On prend maintenant A', on continue. On regarde les voisins de A'. Ces voisins sont B', C' et G. OK? Ce que l'on voit ici, c'est que B' par rapport à C', C' est plus proche de G. Et au final, on regarde, on observe que G, en fait, par rapport à la liste de priorité, était donc le vecteur le plus proche. Parce qu'à un moment donné, quand vous allez répéter cette opération, vous allez tomber sur un élément de nœud qui étant beaucoup plus proche de la réponse posée par l'utilisateur. Là, j'ai vraiment fait exprès de vous mettre rapidement ici la valeur trouvée. Mais j'aurais pu commencer la file de priorité directement par A'. Là, j'ai vraiment fait un exemple très direct parce que dans la file de priorité où il y avait déjà G, j'avais déjà défini la réponse. Sauf que, en général, ce qui va se passer, c'est que vous aurez cette file de priorité. Vous allez commencer donc par A'. Vous allez regarder quels sont les voisins les plus proches de A'. Les voisins les plus proches sont B', C'. OK. D'accord? Vous allez regarder ensuite les voisins de B'. Les voisins de B' sont F et C'. Sauf que F n'est pas un bon candidat parce que on est en train de s'éloigner vis-à-vis de la cible. Donc F va être éliminé. C' va être conservé parce qu'évidemment C' se trouve dans la liste de priorité. Je vous ai dit, à chaque fois que l'on regarde les voisins qui sont les plus proches, on les rajoute dans la liste de priorité. Ceux qui ne sont pas les plus proches, on les écarte et on continue notre liste de priorité. Et ici, C', on va observer, qu'est-ce que l'on va voir? On va voir que le voisin ou les voisins de C' sont E' et G. E', on ne pourra pas le prendre parce que en termes de voisins, c'est D'. Et G n'a pas de voisin. Et il est beaucoup plus proche de la cible. Donc, le bon candidat ici, c'est G. Voilà la dernière étape qui conclut la manière dont ces algorithmes, en fait, permettent de trouver rapidement la réponse de l'utilisateur. Vous allez voir cet algorithme, en fait, c'est ce qu'on appelle le fait de naviguer un monde, navigable small world, un petit monde entre guillemets. D'autres algorithmes, justement, permettent d'améliorer cette recherche avec un niveau hiérarchique en 3 niveaux. On verra cela la prochaine fois dans une autre vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous a permis de mieux comprendre comment le processus de recherche des réponses que l'utilisateur pose à la machine s'effectue en réalité. Merci de m'avoir suivi. Restez concentrés. On se retrouve à la prochaine. Je vous dis au revoir.